Pourquoi Donald Trump veut-il la peau de Fatou Bensouda? Quel avenir pour la Cour pénale internationale? Washington a décidé d'imposer récemment des sanctions économiques inédites contre la procureure générale de la CPI. Notre correspondante Stéphanie Maupas est en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Bonsoir Stéphanie, on vous retrouve dans quelques instants. On va présenter avant cela les deux avocats que sont William Bourdon. Bienvenue à vous. Vous êtes avocat international et vous êtes donc l'avocat de plusieurs... Vous avez traité plusieurs grands dossiers internationaux. Emmanuel Altit, avocat international également. On va parler avec vous notamment de Laurent Gbagbo, dont vous assurez la défense à la Cour pénale internationale. Peut-être, William Bourdon, pour commencer, il se trouve que vous êtes l'avocat de Lamine Diack. On ne vous a pas invité pour parler de cette affaire, mais quelques mots. Donc, vous allez faire appel, il est ressorti libre. Comment est-ce que vous avez accueilli ce jugement ? C'est un coup sur la tête, il faut appeler un chat un chat. Si vous voulez, quand on est avocat, parfois on fait un bout du chemin, 60% du chemin, 30%, et après on prend des postures en disant c'est un jugement de Salomon, mais au fond de soi, on n'est pas mécontent. Là, on est très mécontent, c'est-à-dire que le tribunal a absolument balayé tous les éléments à décharge au prix d'incohérences factuelles, juridiques, voilà, qui seront soumises au débat devant la cour d'appel. C'est un bouc émissaire, vous dites ? Disons qu'il y a une espèce de paratonnerre sur laquelle c'est concentré, sans doute dans une logique où le mot de bouc émissaire a sa place, une espèce d'exigence absolue qui était portée comme ça par le parquet national financier et donc par la juridiction de jugement, de démontrer que la France allait incarner une espèce d'intransigeance absolue, enfin avec la corruption dans le monde du sport. Mais évidemment, quand on est dans l'obsession de l'exemplarité, eh bien ça conduit aussi à des radicalités judiciaires. Et c'est ce que nous avons dénoncé à l'issue du jugement. Merci pour cette réaction donc sur ce verdict. On va parler de la CPI donc. Alors quand nos téléspectatrices, nos téléspectateurs entendent dans l'actualité Cour pénale internationale, c'est tout de suite impressionnant. On se dit que c'est le Graal de la justice. Que pèse vraiment la CPI aujourd'hui en 2020 ? Alors, c'est impressionnant, c'est censé être le Graal de la justice et c'est le but auquel tendent tous ceux qui croient en la justice pénale internationale. A été mise en place une cour permanente et universelle. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est un pas de géant pour la défense des droits de l'homme et pour la lutte contre l'impunité. Tout n'est pas parfait, mais c'est une cour qui fonctionne. C'est une cour devant laquelle les accusés peuvent s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est une cour qui a reconnu l'innocence d'un certain nombre d'accusés, donc qui a bien fait son travail. C'est une cour dont la vocation à l'universalité, à l'universalisme, engendre naturellement des conflits avec les États. Vous avez deux logiques différentes, la logique de la cour, la logique de l'institution, qui tente à l'universalisme, et vous avez la logique des États qui tentent à préserver leur précaré, leur liberté. Ce sont deux logiques antagonistes, deux logiques contradictoires, et ce sont ces deux logiques qui expliquent le problème qui se pose aujourd'hui entre les États-Unis d'un côté et le procureur de la Cour pénale internationale de l'autre. William Bourdon, vous avez consacré un livre à cette même CPI. Elle est née en 2002, si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a 18 ans. Oui. Quel bilan en tirez-vous? On précise d'ailleurs qu'en général, on juge un dirigeant à la CPI parce que son pays ne peut pas, n'est pas dans la capacité de juger, ou parce qu'il ne veut pas. Oui, c'est un principe de subsidiarité complémentaire, qui est d'ailleurs à l'envers du fonctionnement du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, qui avait une compétence principale. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que dit à l'instant Emmanuel. Il y a un navire judiciaire qui est lancé de façon irréversible, mais qui est hypothéqué, évidemment, dans son ambition universelle par le fait que les pays les plus puissants de la planète sont ceux qui sont les plus obsédés d'être irresponsables juridiquement. Et donc, ce sont ceux qui multiplient depuis des années, avec aujourd'hui de façon absolument brutale, comme des gangsters, des manœuvres pour dynamiter, saboter, disqualifier la Cour pénale internationale. La Russie, l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'essentiel des pays arabes et Israël. Voilà, donc c'est le paradoxe ontologique de cette Cour pénale internationale. C'est-à-dire que son universalité, elle est bridée par une espèce de digue qui est que les grands États les plus puissants de la planète n'en ont jamais voulu et voudraient demain qu'elle disparaisse. Alors le paradoxe absolument inouï, et qui est quand même tout à fait invraisemblable, c'est qu'on est au-delà là de manœuvres pour tenter de disqualifier l'action du juge. On traite comme des criminels des gens qui sont chargés de l'intérêt général public et de traquer les plus grands criminels de la planète, c'est-à-dire ceux qui commettent des génocides, des crimes contre l'humanité. Donc, mais il faut se faire aucune illusion. Tout le monde aspire à ce que cette espèce de satanas de type absolument dingue qui s'appelle Trump foute le camp le plus vite possible. Mais il faut se faire aucune illusion. L'administration américaine qui va lui succéder sera plus civile et plus courtoise dans son attitude et ne changera pas beaucoup son regard vis-à-vis de la Cour pénale. Les États-Unis qui considèrent que leur droit est supérieur à tout autre droit dans le monde. Alors justement, pourquoi Washington s'en prend à ce point à Fatou Bensouda? Élément de réponse avec Sophie Roussy.
Elle était déjà dans le viseur diplomatique américain, persona non grata. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, investigue et ce n'est pas toujours du goût des États-Unis. En mars, la CPI autorise l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Fatou Bensouda s'intéresse à des exactions que des djihadistes auraient commis. Des actes de torture sont aussi évoqués. Vive colère de Washington qui aujourd'hui met ses menaces à exécution et sanctionne économiquement Fatou Bensouda. Ses éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés. L'accès au système financier américain lui est barré. En juin, notre administration a autorisé l'imposition de sanctions économiques contre les personnes étrangères qui enquêtent pour la CPI sur le personnel américain ou allié et ceux qui ont matériellement aidé ceux-ci dans cet effort. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante, car la CPI continue, malheureusement, de viser les Américains. Le département d'État a aussi décidé de limiter la délivrance de visas pour des personnes impliquées auprès de la CPI dans des enquêtes sur le personnel américain. Car pour Washington, ces ressortissants ne peuvent être soumis à cette juridiction internationale, les États-Unis n'ayant pas ratifié le traité de Rome. Dans un communiqué, la CPI a condamné les sanctions économiques imposées à Fatou Bensouda et dénonce les tentatives d'interférence à l'encontre de l'indépendance de la justice. L'ONU se dit préoccupée. La CPI, elle siège à La Haye, où l'on retrouve aux Pays-Bas Stéphanie Maupas. Alors Stéphanie, dites-nous, toujours pas de réaction officielle, en tout cas sur le plan public de Fatou Bensouda. Comment s'est accueillie cette affaire à la CPI ? Alors à la CPI, il y a eu les réactions officielles dont vous venez de parler dans le reportage. Il y a eu donc où on a condamné les interférences de l'administration américaine avec les enquêtes de la Cour. Et puis derrière, il y a évidemment des moyens d'action qui sont déployés. Il y a énormément de contacts entre le greffe de la CPI, le procureur, le président de la CPI avec les États parties, et notamment pour commencer avec les Pays-Bas, puisque ce sont les Pays-Bas qui accueillent la Cour sur leur sol. Et c'est donc eux, concrètement, de façon pragmatique, qui peuvent être embarrassés et qui doivent en tout cas faire en sorte que la Cour puisse continuer à travailler, que la procureure puisse travailler, puisque concrètement, ça veut dire qu'elle peut avoir des difficultés de paiement, des difficultés bancaires, si sa banque est reliée au système américain, ce qu'on peut supposer, des difficultés pratiques dans la vie quotidienne. Donc les Pays-Bas sont vraiment alertés sur cette question et tentent de bouger quelque peu. Et puis derrière, il y a toute des efforts qui sont faits pour tenter de mobiliser les États qui sont partis à la CPI. Alors il y a 123 États, il y en a que 67 qui ont condamné dans un communiqué commun le décret qui avait été pris par Trump et qui ouvrait la voie à ces sanctions. On peut noter qu'il y a 55 États parties, 56 qui n'ont pas apporté leur soutien dans ce communiqué en tout cas, et qui n'ont pas dit clairement qu'ils continueraient à coopérer, quelles que soient les sanctions que pourrait prendre l'administration Trump. Continuer à coopérer avec la procureure dans son enquête, notamment celle sur l'Afghanistan. Restez avec nous Stéphanie, on vous retrouve dans quelques instants. Vous l'avez esquissé, Maître Bourdon. On a beaucoup accusé cette Cour pénale internationale, notamment en Afrique, de ne poursuivre qu'exclusivement des dirigeants africains. C'est en tout cas ce qu'a dit il y a 4 ans, lors d'un sommet de l'Union africaine, le président Idriss Déby, le président du Tchad. On l'écoute. La CPI s'acharne beaucoup plus sur l'Afrique, sur les chefs d'État africains, même des chefs d'État en exercice, que des hommes même aussi politiques, alors qu'ailleurs dans le monde, beaucoup de choses se passent, beaucoup de violations des droits de l'homme, flagrantes, je dis bien flagrantes, se font ailleurs, mais personne n'est inquiété. Donc il y a là 2 mesures, 2 poids. On peut penser ce qu'on veut, franchement, d'Idriss Déby, mais là il a raison. 2 poids, 2 mesures. Oui. Vous me posez la question à moi ?
Là, on ne peut pas dire que la Cour pénale internationale ait pratiqué une politique de 2 poids 2 mesures. Non. Il y a eu un certain nombre il y a eu un contexte, il y a eu des logiques, il y a eu un certain nombre de choses. Les Africains ont été parmi les premiers à s'engager et c'est tout à fait remarquable. C'est plus facile d'intervenir dans un contexte où les pays ont déjà ratifié le traité de Rome plutôt que dans un contexte où les pays n'ont pas ratifié le traité de Rome. Et le problème qui se pose, c'est exactement ça. C'est-à-dire que reprochent les Américains et beaucoup d'États, Stéphanie Maupas l'a rappelé tout à l'heure, à peu près seulement la moitié des pays membres du traité de Rome ont signé cette déclaration commune de soutien aux procureurs. Donc le problème, il est très simple. Est-ce que la Cour a compétence pour s'intéresser à des situations, c'est le jargon technique, des situations dans des pays qui n'ont pas ratifié le traité de Rome ou pas? Elle peut enquêter en tout cas. Non. Est-ce que la Cour a compétence? Oui. C'est tout. Oui ou non, la discussion juridique existe. S'il y a discussion juridique, le oui est possible, le non est possible, selon les cas, selon toutes sortes de choses. S'il y a oui ou non qui est possible juridiquement, il y a oui ou non qui est possible politiquement. Donc c'est ça, c'est là-dessus que se cristallise l'opposition. Les Américains disent « Stop, n'enquêtez pas sur nous en Afghanistan parce que nous n'avons pas ratifié le traité de Rome. Oui. » Les Israéliens disent « N'enquêtez pas sur nous en ce qui concerne la Palestine, parce que nous n'avons pas ratifié le traité de Rome. » Et les Birmans disent, n'enquêtez pas sur nous au Myanmar. Bon, on fait quoi alors, Maître Bourdeau? Parce que dans ces cas-là, effectivement, autant de juger, je vais provoquer, mais sincèrement, autant de juger personne. Tous ces tyrans africains, là, qui nous font des leçons de droit, ce qui est quand même une énorme blague, se tiennent par la main avec Trump et tous ces oligarques qui rêvent d'une chose, c'est que dresser le bûcher de la Cour pénale internationale, avec des arguments totalement en miroir, totalement croisés. Les Africains disent, on s'acharne trop sur nous, la Cour pénale n'est pas assez universelle, et les Américains disent, il faut surtout pas que la Cour pénale internationale soit universelle, se universalise. Donc on voit bien... Donc il faut la réformer alors. On voit bien qu'il y a une communauté d'intérêts aujourd'hui, et on est plutôt dans une période, si l'histoire est une série de cycles, on est plutôt dans une période de basse eau. Il y a une communauté d'intérêts qui mondialise de plus en plus, une espèce de discrédit qui jette son crachat sur les grands instruments du multilatéralisme mondial, parmi lesquels la Cour pénale internationale, des instruments dont il faut rappeler, même si ce n'est pas des instruments idéaux, qui sont quand même à la fois du fait de leur effet dissuasif, qui ont une large légitimité parce que parfois ils peuvent retenir le glaive, et puis qui sont aussi un recours pour les militants droits de l'homme, pour les activistes, pour les victimes, qui aujourd'hui risquent d'en être privés par l'effet de ce sabotage permanent. Stéphanie, vous aurez le mot de la fin là et aux Pays-Bas, vous qui êtes au cœur, si l'on peut dire, de la CPI, est-ce qu'elle a un avenir ou est-ce qu'elle est vraiment menacée aujourd'hui selon vous ? Oui, si je peux me permettre juste de revenir sur la question de l'Afghanistan et de la compétence de la Cour par rapport aux États-Unis. En fait, un des principes de la Cour, une des idées, c'est aussi de protéger des États qui sont peut-être plus faibles par rapport à des puissances. Et quand on voit, l'Afghanistan a quand même ratifié le traité de la Cour, a adhéré à son traité en 2003, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, la guerre avait déjà commencé, la présence américaine était déjà sur place, ils ont ratifié le traité. C'est peut-être aussi pour se protéger, et ça peut être aussi le cas de la Palestine. Que la Cour ne soit pas compétente lorsque les États interviennent en Irak, parce que ni l'Irak ni les États-Unis n'ont ratifié le traité, on peut le comprendre. Par contre, c'est la logique même de la création de la Cour qui fait qu'effectivement, elle peut être compétente sur des crimes commis par les soldats américains sur le territoire afghan. Merci beaucoup Stéphanie Maupas, merci Maître Bourdon et merci Maître Altit d'avoir répondu à nos questions. On aura l'occasion de vous entendre à nouveau à l'avenir, bien entendu, sur tous ces dossiers.